bonsoir à tous. Nous sommes vendredi 23 septembre déjà. Nous sommes en week-end, week-end qui commence, on espère que le pays est trop bleu, la pluie en week-end là, ça a semaine passée, parce que la situation est toujours assez complexe en Guadeloupe. Tout à l'heure, on va recevoir en direct par téléphone, par Zoom, Monsieur Marc Lémé. Marc Lémé, c'est un journaliste français qui a écrit un ouvrage sur l'eau. Et avec lui, on va discuter un petit peu de ce qu'il a dit. Nous aurons avec nous Isma Ougonet, peut-être Jacques Davila, s'il a le temps d'arriver. Ensuite, nous aurons la chronique ICC News de Marilène Ferdi. Un peu plus tard, qui reçoit Anne-Sophie Nanki. Plus tard, nous aurons Liliane Salced. Et on va terminer avec nos deux chroniqueuses, Isabelle Faye et Iman Choudan. Sinon, l'actualité, c'est toujours l'après-Fiona. Usine de carton dévastée, c'est dans la région de Baïf, ça il fallait s'y attendre. Hier, il y avait une conférence de la CCIG sur la question de l'octroi de mer. C'était à Basse-Terre. Olivier Moradel était sur place. La visite du ministre à Basse-Terre, Olivier Félix l'a suivi. Nous allons en parler tout à l'heure. Et puis, Mornalo, des vélos à Mornalo. Là aussi, on fera un petit point. Voilà un peu ce qui fait l'actualité. Aujourd'hui, on devrait commencer dans un instant avec Monsieur Marc Lémé. Il est là, Monsieur Marc Lémé? Oui. Il est là. Marc Lémé, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour, Monsieur Lémé. Merci d'être avec nous. Vous nous entendez? Parfait. Oui, très bien, merci. Vous m'entendez? On va un petit peu hausser le son pour que j'entende mieux. Alors, oui. Vous savez, votre ouvrage, beaucoup de gens l'ont lu en Guadeloupe, puisqu'il y a eu une véritable enquête sur l'île sans eau, l'île sans eau. Et vous savez que suite au cyclone, la tempête, ou le cyclone, comme on veut l'appeler, qui s'est passé la semaine dernière en Guadeloupe, le week-end dernier, la question de l'eau est devenue encore plus centrale en Guadeloupe. Alors, j'aimerais bien avoir votre analyse sur la situation de la Guadeloupe aujourd'hui, au niveau de l'eau. Je crois que la Guadeloupe est dans une situation grave, un peu à la moitié des chemins. Il y a une loi qui avait été votée à l'initiative de Mme Bénin et de M. Théophile, avec la création du nouveau syndicat qui a succédé au SIAG. Malheureusement, en l'état, rien n'est réglé. Les engagements qui avaient été pris ne peuvent malheureusement pas être tenus, puisque le SMAG aujourd'hui n'a pas les moyens financiers, opérationnels, techniques, ni la volonté politique de mettre en œuvre les grands travaux qui permettraient de rétablir une situation correcte. Et vous pensez que, parce que le ministre était ici jusqu'à hier, il est parti, je pense, dans la journée. Il disait que c'est pas un problème d'argent pour pouvoir régler la question de l'eau. Alors, quelle est la nature du problème? C'est un problème de gouvernance. Et c'est un problème, il s'agirait de doter le nouveau syndicat mixte ouvert des compétences nécessaires en matière humaine, en matière technique, d'assurer la formation du personnel afin de lui permettre de lancer des grands travaux. Monsieur Carinco a raison de souligner que ce n'est pas un problème financier. Il y a quelques mois, la Cour des comptes a publié un rapport absolument extraordinaire en chiffrant précisément l'argent qui est mobilisé chaque année par la métropole pour l'ensemble des DROM. C'est une somme très importante qui est votée en loi de finances et c'est une somme qui représente 26 milliards 200 millions d'euros chaque année. Oui. Mais malheureusement, les collectivités locales concernées dans l'ensemble des DROM n'ont pas les moyens humains, opérationnels, afin de mobiliser cet argent. Donc, M. Carinco a tout à fait raison de souligner que ce n'est pas un problème financier, c'est un problème de mise en œuvre. Mais là, récemment, depuis les débuts de cette année, il y a eu 2 missions qui se sont succédées, la seconde est en cours, là bientôt le marché va aboutir, afin d'apporter ce qu'on appelle en termes techniques, je m'excuse, un monitoring financier et opérationnel, mais ces 2 missions ont échoué. Il y a un problème de gouvernance à la tête du syndicat. Oui, ça signifie que les gens qui sont à la tête de ce syndicat n'ont pas les compétences nécessaires pour résoudre les problèmes posés. Je vais malheureusement les choquer, mais c'est la réalité. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire alors à ce moment-là?
Alors, si vous voulez, je travaille depuis, alors que j'en ai pas la mission du tout, hein, moi je suis simplement un observateur, Oui, mais avec un certain nombre de contacts en Guadeloupe et en métropole, à réfléchir à un grand plan très détaillé qui permettrait, alors évidemment, ça va tout à fait à l'encontre des aspirations à une décentralisation croissante qui se sont traduites récemment avec comme symbole le dîner de M. Macron qui a reçu les élus ultramarins et une aspiration à davantage de décentralisation. oui, Je pense malheureusement que les responsables locaux n'ont pas témoigné de leur capacité à mettre en œuvre ces grands travaux. Il faudrait que l'État reprenne la main. À Marseille, en métropole, il y a 2 ans, avant sa réélection, M. Macron a lancé un grand projet pour essayer de réparer les errements de la période Gaudin, M. Gaudin, qui était le maire de Marseille. oui. Et il y a un certain nombre de dispositifs juridiques, techniques, administratifs qui permettraient de relancer un véritable plan Marshall, puisque c'est de ça qu'il s'agit, puisqu'il va falloir lancer des travaux à hauteur de 1 milliard d'euros pour l'eau, 1 milliard d'euros pour l'assainissement, et avec des enjeux absolument considérables à terme, parce que les fuites qu'on a vues jusqu'ici, la détérioration des réseaux, les problèmes d'urbanisme, les 50 pas kilométriques, etc., tout ça va s'aggraver sous l'effet du changement climatique dans les années qui viennent. Donc il faut absolument qu'il y ait un grand plan Marshall qui soit lancé, et l'État pourrait notamment reprendre la main en mettant en œuvre ce qu'on appelle une OIN, une opération d'intérêt national. Ça, c'est un décret en Conseil d'État qui le permet. Et ensuite, il faudrait donc sur plusieurs années un véritable plan Marshall que l'État, mais les élus locaux en Guadeloupe, au cas d'Espèce, ne le veulent pas. Donc on est dans une espèce d'impasse, si vous voulez. Je crois savoir que le directeur de cabinet de M. Karenko, qui est guadeloupéen d'ailleurs, va rester dans l'île pendant une semaine pour essayer un peu de voir, oui, pour essayer de voir ce qui pourrait être fait. Mais malheureusement, là, on est sur des errements qui se poursuivent depuis 20 ans ou 25 ans. Et alors, ce qui est particulièrement dommageable, c'est qu'en fait, le diagnostic a été fait depuis très longtemps. Pour réaliser le livre que nous venons de publier, Oui. j'ai consulté tous les rapports qui ont été faits par les grands corps d'inspection de l'État depuis une quinzaine d'années. J'en ai une dizaine, ils sont là, vous les voyez peut-être derrière moi. Et en fait, le diagnostic, il est fait depuis très longtemps. Donc, ce n'est pas un problème technique, ce n'est pas un problème financier, c'est un problème de volonté politique et de gouvernance. Mais alors, ça signifie, en vous écoutant, que nous sommes partis pour 20 ans, là. Non, un peu moins que ça. L'actuel président du syndicat a déclaré publiquement à plusieurs reprises qu'il y en aurait au moins pour 5 à 10 ans. Oui. Parce qu'ensuite, si vous voulez, il faut investir 1 milliard pour l'eau, 1 milliard pour l'assainissement. Il faut refaire tout Bello-Cadeau. On expliquait dans le livre pourquoi ça a été complètement détérioré. Tout le réseau est complètement foutu, pardonnez-moi l'expression. Mais il faut aussi prendre en compte la capacité des entreprises locales qui ne peuvent pas, en l'état aujourd'hui, se mobiliser et réaliser au-delà de 30 à 40 millions d'euros par an. Oui. Donc, quand je parle, si vous voulez, de plan Marshall, il faudrait mobiliser peut-être d'autres entreprises, comme l'avait fait le préfet Gustin en 2018, qui avait mobilisé une entreprise. Il y a eu des travaux qui ont été effectués, mais quand on prend en compte notamment les linéaires de réseau qui doivent être refaits complètement, ce qu'a fait le préfet Gustin, même si c'était très bien, malheureusement, c'était microscopique à l'échelle de ce qu'il faudrait faire. Et force est de constater, on le rappelait dans le livre, qu'à l'issue de la mission du préfet Gustin, comme la compétence, et notamment au sein du syndicat, est assurée par la région et par le département, la région et le département devaient relancer, en gros, la mécanique qu'avait mise en œuvre le préfet Gustin. Ils n'ont pas été capables de le faire. Donc, si vous voulez, il y a vraiment une question de capacité au niveau du syndicat, mais surtout au niveau des collectivités locales qui le constituent. Et quand on parle de gouvernance, il y a aussi une difficulté particulière.
En Martinique voisine, que je connais parce que j'y travaille depuis plusieurs années, pour une collectivité dans le domaine de l'eau, de l'assainissement, vous avez aujourd'hui une collectivité territoriale unique et vous avez 3 intercommunalités. Oui. En Guadeloupe, héritage de l'histoire, puisque les Guadeloupéennes et les Guadeloupéens n'avaient pas voulu voter quand il y avait eu le référendum, on a 32 communes, 6 intercommunalités, le département, la région, et vous le saviez mieux que moi, qu'ils ne sont pas de la même couleur politique. Donc ça ne facilite pas les choses, si vous voulez. Et en Martinique voisine, M. Litchimi a annoncé le mois dernier le lancement d'un grand plan avec mobilisation de 300 millions d'euros pour l'eau, 800 millions pour l'assainissement, en accord avec l'État. Il y a bientôt une conférence des bailleurs. Donc, si vous voulez, la comparaison entre ce qui se passe en Martinique et ce qui ne se passe pas en Guadeloupe témoigne qu'il y a vraiment un problème de gouvernance, un problème de volonté politique. Oui, alors, Monsieur Lemay, est-ce que ce que vous dites, le gouvernement français aujourd'hui en a conscience et est prêt, comme vous le suggérez, à reprendre la main? Alors, c'est en débat, si vous voulez, dans la période récente. L'an dernier, la situation du syndicat était si critique qu'à l'automne dernier, le syndicat a passé un emprunt de 50 millions d'euros auprès de la Caisse des dépôts et de consignation et de l'Agence française de développement. Alors, c'était en plusieurs tranches, il y avait des conditionnalités. Alors, il y a eu un premier virement qui a été fait en mai dernier, un second cet été. Donc, il n'y a que 25 millions d'euros qui ont été vraiment versés. Aujourd'hui, d'après les informations que j'ai pu recueillir, le gouvernement ne veut pas allouer les 25 millions d'euros supplémentaires tant que la question de la gouvernance ne sera pas réglée. Donc, c'est ce qui va être décidé en ce moment. Et c'est un peu un bras de fer, si j'ose dire, entre un certain nombre d'élus locaux qui revendiquent haut et fort leur autonomie, leur indépendance, pas l'indépendance, pardon, leur autonomie, et qui en veulent encore plus, et l'État qui, au vu de l'incapacité des mêmes élus de régler la situation, ne veut plus déverser de l'argent à flot continu sans que les choses ne s'arrangent jamais. Donc on est à un moment critique, crucial, tendu, et j'espère que ça va pouvoir progresser. Oui, bien, votre constat, bon, est peut-être plein de lucidité, mais les Guadeloupéens qui vous écoutent aujourd'hui vont sortir très amers, parce qu'en réalité, visiblement, on est loin d'une solution. J'en ai peur. Et quand bien même il y a un accord qui pourrait trouver un accord politique, il y a un certain nombre de dysfonctionnements au sein même du syndicat qui doivent impérativement être réglés. Vous le savez certainement, le syndicat a vu se succéder 3 directeurs généraux en moins d'1 an. C'est inimaginable, ça. Le dernier directeur général a été licencié pour des causes qu'il a contestées. La justice administrative a condamné le syndicat à le réintégrer. Donc on a un vrai problème de gouvernance au sein de ce syndicat. Et aussi longtemps que ce problème ne sera pas réglé, les choses malheureusement n'avanceront pas. Bien. Bien, écoutez, on vous remercie pour ce constat, pour ces informations. Je vous en prie. Juste un dernier point. Vous l'avez signalé dans votre ouvrage aussi, il y a eu quand même beaucoup de corruption autour de cette problématique de l'eau. Alors, il y a la figure emblématique de M. Hernandez, dont je me souviens parce que j'avais été moi aussi auditionné par la commission d'enquête de M. Servat et de Mme Panot. Et on ne le voyait pas à l'écran, mais je vous rappelle que M. Hernandez a été condamné pour avoir détourné 6 millions d'euros en dépenses fastueuses avec l'argent du syndicat. Quand il était auditionné, il avait un bracelet électronique à la cheville. Vous voyez, on est quand même dans un contexte assez rocambolesque. Aujourd'hui, moi, je me garderais bien de parler de corruption. La corruption a existé dans le passé. Aujourd'hui, je n'ai pas d'éléments pour dire qu'elle existerait encore, mais il y a évidemment un problème de contrôle de l'activité du syndicat par les différents services de l'État concernés. Et c'est quelque chose que nous avons mis en lumière dans l'enquête que nous avons réalisée. Moi, je considère que les responsabilités sont très largement partagées et que l'État, dans le passé, n'a pas assuré
ces missions de contrôle, parce qu'il s'agit d'argent public, il s'agit de services publics. Il n'y a pas un seul département ailleurs en France où on admettrait qu'en permanence, plus de 100 000 personnes ne disposent pas d'un accès sécurisé à l'eau potable. C'est invraisemblable, c'est inimaginable. Et je trouve que nos compatriotes guadeloupéennes et guadeloupéens font preuve de beaucoup de patience, de beaucoup de résilience, mais je crains vraiment, c'est pas du tout pour ranimer des images, des mouvements de l'an dernier, ou même remonter plus tôt dans l'histoire, que si l'ensemble des acteurs concernés, et au premier chef l'État, n'apporte pas de réponse cohérente à cette situation, on va vers vraiment des gros problèmes de nature sociale. Bien, Marc Lemay, merci en tout cas pour votre intervention. On va la commenter ces jours-ci. Elle a été entendue en Guadeloupe et même au-delà. Et bien évidemment, nous aurons l'occasion d'y revenir. Merci encore. Merci monsieur. Je vous souhaite une bonne journée. Ismaël, on attend tout ça. Qu'est-ce qu'on dit? Non, pour moi, rien de nouveau. Pas dire rien que nous pas dit. Oui. Là, nous avons dit tout le temps nos problèmes de gouvernance parce qu'effectivement, il n'y a pas un directeur général qui a coordonné, mettant en œuvre en politique. Parce que c'est lui là qui pas maîtriser son connaissance technique. Et nous dit nous rencontrer dernier là, qui a été licencié là, et Bugatti et Bande, et une bonne impression. Mais et nous dit qu'il reprend les mêmes mondes qui fait les mêmes pratiques. Et alors, c'est la différence qui est entre nous et messieurs. Parce qu'effectivement, il n'y a pas qu'à dire qu'il y a une situation là, ça. Oui, nous avons une situation catastrophique. Oui, il faut 1 milliard. 2 milliards. 2 milliards, oui, tout à fait. 1 milliard. 1 milliard, tout à fait d'accord. C'est exactement les chiffres nous avancés. 1 milliard pour de l'eau, 1 milliard pour l'assainissement. Non, 1 milliard pour de l'eau et 1 milliard pour l'assainissement. C'est 2 milliards, 2 milliards aussi. Ah non, nous toujours ces mêmes chiffres là. L'assainissement encore au pire. Donc, c'est le même bitin là. C'est le bitin, vous comprenez, les cas de corruption, etc., il a parlé de Hernandez. Moi, on en a 6 millions, comme c'est 6 millions qu'ils mettent dans l'État là, ça, c'est la générale des eaux pour prendre du joie, les délégations des services publics qui tenaient et l'État français irresponsable. Il dit ça aussi. Il dit, moi, l'État pas veiller. Mais oui, mais parce qu'il y a dedans, vous comprenez, nous toujours dénoncé ça au niveau LKP, au niveau de l'association de l'eau, nous toujours dit que l'État est complice dans ça. Il laissait faire. Effectivement, on préfère quoi changer on dit on seul manger cochon et il laisse ça fait et qui mène nous dans une situation et on dit au général des eaux partir gros à l'argent là il fait BAI et il partit le pays et laisser réseau là dans l'état catastrophique. Mais il faut pas il fait comprendre que l'état en vie point. Parce que pour te bailler garantie, si 50 millions là, il te brisé là, d'ailleurs pour tout pays personnel là, pour ça te peut fonctionner. L'État pas bailler garantie, il m'a dit conseil régional, il pas bailler garantie. Il m'a dit conseil régional, conseil qui pas de l'argent d'ailleurs, quand il est là, de bailler garantie là. Donc encore quoi que, non, pas n'y a rien qui est nouveau pour nous là. Oui, mais alors, il m'a remettre là quand il est là. Qu'est-ce qu'il faut faire? De toute manière, ça il dit là, remettre là, quand nous te dit au niveau de ces mouvements LKP, l'association LKP, faut-il construire un réseau neuf ou à donc bitin qui pas bon quoi pièce TI. Si l'État te voulait faire un bitin, il te rentre dans des marches là, ça il dit bon effectivement, faut investir dans la faut de l'argent là, ça faut un réseau neuf. Parce que gars après cyclone ça il a passé, là on regarde bien. Eh bien, on fidèle son gros tuyau qui a conduit de l'eau là et des cadeaux et vélo cadeaux pété pour traverser grand rivière Capesté. Eh bien, c'est un paquet de monde qui pas ni de l'eau. En fait, s'il pète, c'est qu'il est en mauvais état. Vous comprenez? Donc, non. Tout est. Il faut trop faire tout le bitin là en Guadeloupe. Il faut nous partir à zéro. Effectivement, pour moi, syndicats là sont outils au départ. Ouais. Pour moi, on dit, au contraire, il y a des gouvernances. Non, c'est une dispersion à la gouvernance qui pas bon et il a fait ça. Vous voulez quoi, là, il met un syndicat qui nie peut-être, si vous voulez, sur le plan de la loi, les éléments pour faire. Par contre, pas ni les compétences. Ouais. Parce qu'au pays, fait les mêmes gens qui ont fait les mêmes comportements, nous, vrai, quelques-uns, là, quand il y a monde confronté à pays, nous, quoi, vrai, reproduire. Mais pas comprendre que syndicat là, exemple, paye ni l'argent, hein, parce que le monde ne peut pas perdre de l'argent de l'eau. Ça ne peut pas perdre de l'argent de l'eau. Pour monde pas perdre. Au contraire, il faut voler ces usagers-là, mais en permanence. Donc, encore que ça qui est important, nous a dit, il faut mettre en place effectivement des investissements lourds pour créer un réseau sérieux. À part répression, quoi, ce réseau-là, qu'il a sorti en social. Et pour le moment, ça nous a fait. Mais il a dit,
Monsieur a dit de l'autre côté que gouvernance à syndicat là pas bon, il pas ni les compétences qu'il faut. Alors est-ce qu'il faut renforcer ce syndicat là, faut mettre d'autres monde en tête, il faut organiser pour il peut fonctionner quand il faut. Mon gouvernement ça c'est quoi? Parce que l'État ne veut pas mettre l'argent tant que Mais non, au niveau politique. l'État pas jamais voulu mettre l'argent. Mais l'État, pourquoi l'État pas donné de l'argent? Parce que il a dit une dispersion à la gouvernance là. Ouais. Il un paquet. Quand il est là, ils mettent un syndicat qui a rassemblé toutes les compétences et qui a géré de l'eau et l'assainissement et plus encore, eau pluviale et services etc. Donc il rassemblé, il complète ça changé. Le problème là, c'est que sinon, problème de compétence, à part gouvernement, c'est au niveau des gens qui ont en tête qui ont mettre en place politique là, il y a un réel problème. Les compétences, mais le gouvernement, ce n'est pas lui-même qui n'est pas bon, c'est les compétences. Parce que vous mettez un nouveau syndicat, quoi suivant. Pourquoi? Tenir un paquet de structures qui a géré de l'eau. On ne peut pas développer en politique. Le nouveau syndicat, là, il peut dire en cas de développement politique, en quel sens. Mais il faut une volonté politique. Il faut les gens qui ont une connaissance technique pour dire, mais c'est ça qu'il faut faire. Est-ce qu'on m'a dans la carte et il faut des moyens financiers. Il faut des moyens financiers, en fait. Est-ce qu'il y a une volonté politique à présent? Là, au niveau de la région, le conseil général, est-ce qu'on a senti qu'il y avait un même sens là pour aider ce syndicat-là à avancer? Non, on n'a pas senti, si vous voulez, on n'a pas senti ça. On n'a pas senti ça parce que, si vous voulez, mais c'était ni volonté là, ça. Ils ont déjà fait une sorte de bitin si l'ensemble de la Guadeloupe pour dire bon, mis en situation là, mis ça pour faire, mis ça pour faire, poser les vrais problèmes. Ou pas une visibilité ça, ils veulent faire, vous comprenez? Ils veulent rapiester. Or, il faut nous sortir à dedans, vous comprenez? Il faut un plan. On sait ça, mais c'est dit là. Il y a un plan Marshall. Un plan Marshall, oui. Mais c'est ça, mais depuis longtemps, dit ça. Pour construire un réseau neuf pour mon pays, parce que c'est un mauvais état, ça y est là. Comprenons. Donc, c'est ça qui est très important. Et donc, on a dit, tout ça, il dit là, nous avons dit ça longtemps. Oui, c'est vrai. Nous avons dit ça. Nous dit, depuis longtemps, LKP a dit ça, les assurances, nous avons dit qu'il faut un réseau neuf. Et problème, nous n'avons pas un problème à de l'eau. Nous n'avons suffisamment de l'eau, mais à perdre de l'eau, Et pourquoi? Parce que nous accumulons des problèmes pendant l'année, nous pas réparer, nous pas faire rien, nous avons une situation impossible. Et en cas réfléchir, en cas de mes syndicats là, ils font SMGAG là, ils font, et puis ils ont bitin qu'il ne peut pas sortir, ils comprennent, et puis dans la situation là, vous comprenez? En tout cas, ils prennent ça dans la. Ils te payent bitin, mais ils prennent dans la précipitation, sans poser des conditions, des balises avant de prendre. Vous comprenez? Ou quoi prendre un bitin qui plombé? Est-ce qu'on comprend? On ne peut pas résoudre lui et puis les moyens qu'il y a unis. Est-ce qu'on comprend? Donc, en cas penser, c'est ça. On ne peut pas poser les machines. Donc, c'est ça qui est important. Il faut nous savoir que dans la gestion quotidienne de là, c'est vrai que, et puis ça est passé là, et puis il y a encore plus de problèmes. Alors, sans entrer dans le cas de quoi vrai? Par exemple, il y a les informations, il y a nous, comme nous, en commission de finances, il y a nous tous les éléments, tout côté ni là, il faut faire rétablissement, etc. Mais on l'a côté mon pays ni de l'eau. Mais est-ce Avant longtemps. Oui. Bon, et il y a un tour d'eau, etc. Et de l'eau, la qualité de l'eau, la pareille. Il y a ça même, il y a du problème. La première de l'eau, pas bon. Donc, c'est ça, on veut dire, rétablir de l'eau rapidement pour mon. C'est en urgence, pour mon pays de l'eau, nettoyer, etc. Ok, on parle de ça mauvais. Mais le problème, c'est quand on a proposé ces usagers-là, parce que moi, nous avons une association, nous avons défendu les usagers. Il n'y a pas de l'eau en tout, donc quand on a proposé. Il a payé quoi, vous voyez facture. C'est là comment que ces messieurs, si vous comprenez, vous voyez une facture, oui, ces messieurs capables de voir une facture pour mon pas ni de l'eau, comme si pas de rien changé. Et alors, en cas on voit que, et c'est ça qui est grave en Guadeloupe, il y a une facture en mon Pointe Noire. Il confronté et puis la SOR, en grosse société française, la SOR quand même. La SOR a commandé Bougla pour 171 mètres cubes d'eau. On va dépenser plus que 18 mètres cubes d'eau par trimestre. 160 mètres cubes d'eau pour le premier semestre. Pas ni pour rien qui a justifié ça. En étudier le dossier à Bougla, en regarder, en vrai. Et ça grave parce qu'ils sont pratiques qu'ils ont fait. Ils sont pratiques qu'ils ont fait. Alors, avant, il n'y a pas de ça. Subitement, il y a 171 mètres cubes d'eau. Il n'y a pas de fuite après compteur. Parce que si nous avons fuite après compteur, par exemple, si il y a 171 mètres cubes pour ça, et qu'il y a 171 mètres cubes pour le projet, parce qu'il n'est pas fait pour réparation. Donc, nous allons, eh bien, depuis ce moment-là, il fait ça le 6 juillet, il faut relever là, il trouve 171 mètres cubes pour le premier semestre, il dit.
Eh bien, est-ce que vous savez, jeudi jour, de 6 juillet à 23 septembre 2022, ça fait combien? Près de 3 mois. Près de 3 mois. Vous savez combien de l'eau il y a dépensé? Eh bien, il y a 17 mètres cubes d'eau. Vous comprenez? Ou sorti fait 171 pour près de 6 mois, ou à 17 mètres cubes d'eau. Est-ce que vous comprenez? C'est là le problème là. Et pas ni fuite, il ne pas réparer rien. On a dit encore scandale encore. La sort, parce qu'il faut savoir ça. Qu'il faut y autant de crimes qu'il y a fait en Guadeloupe. Alors, Bougla, comme côté est loin, bon, peut-être que mon fédération qu'a fait, il dit il voulait rapprocher contre là des Kazaï. Il dit ouais, il faut traverser la rue, il fait une facture pour format de près de 1499,94 € pour y payer. Il fait ça le 5 avril et il payait le 4 mai. Il payait travaux là. Jusqu'à présent, il ne peut n'y aller. Non, on veut dire, mais c'est scandaleux, on veut dire, mais c'est ça, gestion de l'eau là au quotidien. Donc, ça veut dire, c'est monsieur, prends l'argent à Bougla et vous pouvez améliorer la situation. Oh, on continue à faire. Ensuite, il y a des mises en demeure. Si facture là qui n'est pas bon là, nous contestons. Ça, on ne peut pas justifier ça. Si facture là que nous justifions, nous contestons, nous voyons mise en demeure. Mais mise en demeure là, il est basé sur quoi? Là, c'est expliqué ça. Quand vous voyez mise en demeure, oui, doit mettre augmenter. Parce que facture là, fait 892 €. Et puis, mise en demeure là, frais de mise en demeure, ils ont compté. Mais nous, comme dit, mais ce qui base, au cas où mise en demeure, ou là, au point ça, avec qui document, parce que moi, pas ni document là, pourquoi pas ni document là ça? Et document là ça, c'est règlement service public à de l'eau potable là. Il pas ni. Donc, on ne peut pas pour mise en demeure. Pourquoi vrai? C'est tout fonctionnement là, nous voulons qu'il change, indépendamment des gros problèmes qui n'y, mais il n'y a pas qu'à sortir dans malversation, dans gens qui ont fonctionné. Donc, il faut qu'il y ait un monde pour, et ça, c'est une délégation. Vous mettez l'ordre dans ça, il faut qu'il y ait une organisation et une volonté politique de dire nous casser du Guadeloupe. Ok. Merci Ismaël. 13h04, nous continuons en retard. On prend la pause tout de suite et on se retrouve tout à l'heure avec Madame Ferdi et son invité Anne-Sophie Nanki et aussi Liliane Salcène. À tout à l'heure. Voilà, il est exactement 13h11. Notre deuxième invité est déjà là. Il s'agit de Madame Liliane Salcène. Bonjour. Bonjour. Elle est l'autrice de cet ouvrage, Les Lumières de l'ombre, avec un sous-titre qui en dit beaucoup, Black Film Matter. On va en parler tout à l'heure. Un peu plus tard, on va recevoir Marilène Ferdi et son invité Anne-Sophie Nanki, émission qu'on verra dans un instant, chronique. Et puis Isabelle Faye, Marajo et Iman Soudan vont terminer. Mais pour l'instant, on fait un retour sur l'actualité. L'actualité, c'est toujours les dégâts post-Fiona. À Baïf, l'usine de carton historique a été complètement dévastée. Reportage Olivier Félix, on regarde. Cette usine est présente ici depuis 1961, donc c'est une usine qui a tout connu, toutes les catastrophes naturelles qui sont passées par la Guadeloupe et principalement par la Basse-Terre. Et ça a été la grande surprise pour tout le monde parce qu'aujourd'hui on a toujours eu des infiltrations d'eau, des choses qui viennent par le toit, des infiltrations très légères avec des inondations mais d'eau claire. Et aujourd'hui c'est la première fois qu'on a dans cette usine clairement la rivière qui a traversé l'usine pendant quasiment la moitié de la nuit et qui a conduit aujourd'hui au désastre qu'on a devant nous, donc du sable, de la boue, de l'eau avec une perte énorme depuis nos matières premières jusqu'à nos produits finis, en passant par tout notre outil de production industrielle. Et aujourd'hui, c'est une catastrophe globale simplement parce qu'on est un acteur majeur et un acteur incontournable, notamment de la production d'emballage dans les Antilles françaises, la Guadeloupe principalement et la Martinique également. Et c'est tous nos clients aujourd'hui qui se retrouvent face à une impasse aujourd'hui. On avait quand même beaucoup de partenaires sur les deux îles à qui on distribuait l'essentiel de leur emballage pour tous les produits agroalimentaires. Le carton, c'est un monde un peu absent qu'on ne voit pas parce que c'est des emballages qui servent à transporter un produit fabriqué du lieu où les productions. Tout le monde achète son paquet de biscuits mais ne se doute pas qu'il était dans un carton de 24. En tout cas, n'y fait pas attention et c'est là que nous, on intervient. Et aujourd'hui, c'est toute la chaîne qui va être touchée malheureusement. Et puis au-delà de ça, surtout le plus important derrière ça, c'est qu'aujourd'hui, c'est une industrie qui emploie aujourd'hui 40 personnes en Basse-Terre et aujourd'hui, c'est une industrie, c'est 40 familles derrière qui se retrouvent impactées directement et autant de sous-traitants, des transporteurs de conteneurs, des chauffeurs-livreurs et tout ce qui s'ensuit, des sociétés sous-traitantes pour toute la maintenance et tout ce qui s'ensuit ici, qui vont se retrouver avec un acteur majeur, en tout cas en difficulté sur les îles. C'est la seule usine, la seule cartonnerie de la Guadeloupe, en tout cas des Antilles françaises aujourd'hui. Par le passé, il y avait une cartonnerie en Martinique par le passé, mais en tout cas, c'est la seule aujourd'hui cartonnerie ouverte en Guadeloupe
Guadeloupe. Après, dans la Caraïbe, dans toutes les grandes Antilles, il y a encore des cartonneries qui sont présentes avec d'autres entités dans les grandes îles et dans les plus petites îles également. Mais aujourd'hui, ça reste un acteur majeur pour les deux territoires français de la Caraïbe, la Martinique et la Guadeloupe. Ça, par contre, c'est très important. Et puis surtout, aujourd'hui, c'est un vecteur d'emploi dans une zone géographique qui aujourd'hui est en difficulté sur ça. On a dans nos îles des taux de chômage records à notre grand désarroi. Et aujourd'hui, ça reste une grande problématique pour nous. C'est que demain matin, on n'a pas l'ambition de s'arrêter là. On va quand même redémarrer, on va quand même continuer à travailler. Par contre, cela nécessite que derrière ça, on ait du monde pour travailler, on ait des gens. Donc on a la chance d'avoir les équipes dévouées sur ça. Après, ça reste des travaux qui vont durer longtemps parce que les dégâts sont énormes. Mais par contre, on va avoir des solutions à moyen et à court terme à proposer pour continuer, et même à court terme pour continuer à fournir nos clients avec de l'importation, avec des usines partenaires en Europe notamment. Et là, pouvoir continuer à fournir l'essentiel de notre clientèle sur les deux îles, la Guadeloupe d'abord et la Martinique. Avec la production de café chez Choulette, c'est la deuxième entreprise qui a été lourdement impactée par ce cyclone, cette tempête. Deuxième sujet aujourd'hui, c'est la conférence de la CCI qu'on avait annoncée hier et s'est tenue au World Trade Center. C'était sur une question aussi très sensible, l'octroi de mer. Et Olivier Moradel s'est rendu sur place, voir un peu les interventions, parce que la question de l'octroi de mer se pose depuis quelques décennies ici, depuis l'époque même coloniale. Et on sait très bien que l'octroi de mer, c'est une taxe entre guillemets obligatoire pour les produits qui rentrent dans notre pays. Et de l'autre côté, ça permet d'irriguer un petit peu le flux des communes. Et c'est la raison pour laquelle cette conférence était nécessaire. On regarde un peu ce reportage. En fait, la commission des très petites entreprises de la Chambre accompagne beaucoup les TPE, les très petites entreprises, qui n'ont pas peut-être souvent droit aux informations qu'ont les très grandes entreprises. Et donc, après réflexion, j'ai proposé à la commission de mettre ce sujet sur la table parce que c'est un sujet complexe, compliqué, opaque, difficile à comprendre parce qu'il y a plusieurs taux, il y a des différents taux selon les articles, il y a des différents taux. Les gens voulaient savoir aussi à quoi sert cet octroi de mer, si c'est un impôt, si c'est une taxe. Donc il y avait véritablement un besoin de savoir, je vais dire. Je crois qu'il y a des pistes d'amélioration du fonctionnement de l'octroi de mer. Permettre, par exemple, à ceux qui la payent, de pouvoir la payer au moment où ils vendent le produit au client final, comme ça fonctionnerait pour la TVA, je crois que c'est possible. Aussi, pouvoir ne pas rajouter de l'octroi de mer et de la TVA sur l'octroi de mer, c'est possible aussi. Mais plus généralement, ce que j'ai eu à dire dans cette conférence, c'est que l'octroi de mer est le seul outil d'autonomie fiscale dont disposent les départements d'outre-mer. Aucun département de France ne dispose d'une capacité à prélever l'impôt, il n'y a que nous. 300 millions d'euros. Est-ce que c'est suffisamment bien dirigé vers la production locale? La réponse est non. Les fonds doivent être mieux dirigés vers la pêche, l'agriculture, l'agrotransformation, qui nous permettrait d'être plus forts dans la production locale. Est-ce qu'elle doit être supprimée? À mon avis, ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est plutôt regardez pourquoi il n'y a pas vraiment de problème d'octroi de mer à Mayotte ou en Guyane, parce qu'eux, ils ont un taux de TVA à 0%. Eh bien, allons vers un taux de TVA à 0% pour la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion, qui permettrait de soulager vraiment les familles et de leur permettre d'avoir un meilleur pouvoir d'achat. Voilà ce que je propose. C'est la question qui a été posée aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que c'est une fiscalité adaptée à notre région. Et donc, on a soulevé plusieurs questions en soulevant ce premier point-là, à savoir est-ce qu'on en a besoin en termes de ressources pour notre région, pour les communes? Est-ce que c'est un impôt qui est facile à collecter? Est-ce qu'il y a des dispositifs qui concernent cet impôt qui doivent être améliorés? Et je pense qu'effectivement, on a retenu l'idée de dire que c'est essentiellement un outil d'autonomie fiscale. Et la question, c'est de savoir est-ce qu'on va aller vers plus d'autonomie fiscale ou moins. Et dans le cadre de la décentralisation, faire un pas en arrière, ce serait peut-être un choix risqué. Tout de suite, la chronique cinéma ICC News avec Marilène Ferdi qui recevait aujourd'hui Anne-Sophie Nanki. C'est parti. La chronique culture et cinéma news, c'est tous les vendredis à 13h dans le ZCL. Et comme on est vendredi, on accueille Marilène. Bonjour. Bonjour Danick. On
parler de quoi et de qui, avec qui aujourd'hui? Alors c'est toujours pareil, on reste sur notre ligne éditoriale, à savoir parler de cinéma et audiovisuel. Et aujourd'hui, on reçoit une jeune femme, une jeune Guadeloupéenne, très jolie, talentueuse, et qui a réalisé son premier film. Elle a grandi en banlieue parisienne. Et c'est une jeune femme qui a su très tôt ce qu'elle voulait faire. Elle a su très tôt, dès l'âge de 8 ans, elle est tombée amoureuse du cinéma. Et ça, c'est grâce à son papa. Et oui, parce que son papa qui devait la coiffer tous les jours, bon, il n'était pas très doué, le monsieur, il a trouvé l'astuce qui était de mettre un film, de passer un film à sa fille pour être sûr qu'elle reste assise, sans bouger. Et donc, tous les jours, comme ça, donc tous les jours, elle regardait des films et c'est de là qu'a commencé sa passion pour le cinéma. D'accord. Et arrivée au collège, cette jeune fille, a choisi, a découvert le ciné-club. Voilà. Et donc, cette jeune fille dont on parle tant, dont on va entendre parler au mois d'octobre, parce que son film va concourir à tous les festivals, n'est autre que Anne-Sophie Nanki. Il faudra bien retenir ce nom. Anne-Sophie Nanki. Bon, Tony, le nom, il a coiffure aussi, d'ailleurs, parce que c'est à cause de la coiffure qu'elle fait du cinéma. Alors, c'est une réalisatrice et une scénariste. Alors, je vais parler en quelques minutes d'Anne-Sophie. Oui, bien sûr. Anne-Sophie, c'est vrai, c'est pas grâce à sa coiffure, c'est surtout grâce à son talent, Danick. Merci. D'accord? Donc, Anne-Sophie, c'est déjà une scénariste. Donc, je disais, au collège, elle a découvert le cinéma grâce au ciné-club. Et arrivée en troisième, à sa classe de troisième, donc c'est la classe d'orientation, elle décida, elle a dit, bon, écoutez, moi, je veux faire des études de cinéma, tout en sachant pas si, comme c'était un collège de banlieue, est-ce qu'ils allaient comprendre sa démarche, parce que bon, on sait très bien qu'on oriente souvent ces jeunes vers des filières de professionnels, donc elle hésitait un peu, mais elle a eu la chance de tomber sur une psychologue d'orientation qui l'a encouragée dans sa passion. Après, il fallait qu'elle demande l'autorisation à ses parents. Et bien sûr, les parents réagissent comme beaucoup d'autres parents. Écoute, ok pour le cinéma, mais par sécurité, tu vas faire des études scientifiques et du S. Sachant que c'est une jeune fille qui est plus passionnée par tout ce qui est littérature. Les maths, c'était pas trop son truc. Mais elle avait besoin, c'était pour elle vital de pouvoir faire ce métier. Donc, elle s'est accrochée et elle a quand même réussi à avoir son bac scientifique, ce fameux bac S. C'est la première étape. Et la première étape. Mais qu'est-ce qu'elle a fait après? Donc, elle a suivi un cursus universitaire à Paris 8 Vincennes de cinéma. C'est le cursus classique. Après, elle a poursuivi à la Sorbonne Nouvelle, toujours en cinéma et théâtre. Et une fois qu'elle a terminé ses études universitaires, elle décida de se consacrer à l'écriture de scénarios. Alors, on va retenir 2 grandes filmographies récentes. Alors, une première, donc c'est un film intitulé « À genoux, les gars ». Donc, c'est un film qui a été sélectionné en 2018 au Festival de Cannes. Donc, c'est elle qui avait écrit le scénario. C'est une comédie et un long métrage. Et plus récemment, elle a collaboré. Alors là, c'est pas avec n'importe qui. C'est avec un producteur, réalisateur et scénariste de renommée internationale, Raoul Peck, haïtien, mais aussi homme politique. Ouais. Donc, qui a écrit une série de docu-fiction. Exterminé, voilà. Tout à fait. Voilà. Qu'on peut voir, qu'on peut regarder sur la plateforme de Arte, mais aussi HBO pour ceux qui l'ont. Et puis plus récemment, elle a sorti son premier court-métrage en tant que réalisatrice, donc qui s'appelle « Ici s'achève le monde connu », qu'elle a tourné en Guadeloupe. Et donc, elle est venue aussi, certes, pour nous présenter ce nouveau court-métrage, mais aussi pour nous parler du métier de scénariste, mais aussi nous donner sa position sur la place des femmes à la réalisation. Mais elle va nous en parler. Avec plaisir. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir et merci pour cette introduction dithyrambique. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on peut ajouter d'autre?
Rien, hein, le profil est vraiment parfait. Je pense que ça fera plaisir à mon papa de voir qu'il est à l'origine de ma vocation. Ça n'a pas dû être très très simple pour mes parents, notamment les premières années où ça a été plutôt compliqué, plutôt pas très rémunérateur, plutôt incertain. Mais je pense qu'ils sont très fiers de voir que j'ai fait ce premier film ici en Guadeloupe avec des talents et des techniciens guadeloupéens et avec des comédiens guyanais. J'imagine qu'on aura l'occasion d'y revenir. Voilà. C'est un beau parcours, en tout cas, parce que souvent on reçoit des gens qui ont des parcours particuliers, mais vous, dès l'âge de 8 ans, vous avez pris le créneau cinéma et vous êtes resté dessus. Oui, dès l'âge de 8 ans, je me souviens très bien de ce choc cinématographique face au film Amadeus. En plus, c'est vraiment un film des années 80 réalisé par un Tchèque sur une figure de la musique classique. Je ne connaissais pas grand-chose de ce monde-là, ni à l'opéra quand j'étais petite. Et pourtant, l'universalité des émotions que génère le cinéma m'a saisie et ne m'a plus jamais quittée. J'ai eu une petite phase quand même où je me suis dit, peut-être que j'aimerais composer de la musique, moi aussi, écrire des opéras. Mais rapidement, c'est le cinéma qui s'est imposé à moi, quoi. Un petit mot quand même sur Raoul Peck, on parle beaucoup, c'est un auteur haïtien, un metteur en scène haïtien qui a fait des films de qualité. Comment ça a été la collaboration avec lui? Ça a été enrichissant. Enfin, ça a été l'une de mes collaborations les plus marquantes parce qu'il a vraiment une maîtrise et une approche du récit. Enfin, il est aussi profondément politisé. Oui, et il a une connaissance très lucide des rapports de force et de domination dans le récit historique, dans l'écriture de l'histoire. Et c'est à ses côtés que j'ai appris en fait à décentrer le regard et à raconter l'histoire, nos histoires, non plus du point de vue dominant, du point de vue des envahisseurs et des conquérants européens, mais du point de vue des dits dominés, des dits perdants, des dites victimes, et de leur donner une voix, de leur donner une perspective, de leur donner des représentations, de leur redonner la parole en fait. Et c'est avec Raoul Peck, puisque c'est vraiment toute la démarche de son docu-fiction, qui est on va raconter l'histoire du point de vue de ceux qu'on n'a jamais écoutés, quoi. Et Marilène a dit tout à l'heure, votre premier film, on le verra bientôt. Oui. Alors, Ici s'achève le monde connu sera présenté en avant-première au début du mois d'octobre. Et ensuite, après cette présentation publique aux Guadeloupéens, à laquelle je tiens vraiment, il commencera sa carrière en festival, au Cinestar, au festival Monde en Vue. Ensuite, il partira au Ciné Martinique, en Martinique, puis en Guyane. Enfin, il va faire véritablement la tournée de notre belle région. Welcome. Qu'est-ce qu'on peut ajouter d'autre? Alors, on peut dire déjà que je remercie Anne-Sophie parce qu'elle a accepté d'éviter nos élèves du lycée de Pointe-Noire, donc la filière audiovisuelle, à assister à l'avant-première qui va avoir lieu au début octobre, mais aussi de se rendre au lycée pour échanger avec les élèves du BTS, et notamment pour parler du métier de scénariste, parce que c'est son premier métier. Et moi, j'insiste là-dessus pour c'est-à-dire qu'elle donne aussi quelques conseils à tous ces étudiants et tous ces jeunes, et puis aux professionnels qui se lancent dans l'écriture de scénarios, mais aussi qu'elle parle du métier de réalisatrice, puisque je sais qu'il n'y a pas beaucoup de femmes, et donc j'aimerais avoir son avis sur cette question. Alors d'abord sur le métier de scénariste, du coup c'était la première question. Que dire si ce n'est que la difficulté en fait que moi j'ai rencontrée et que je rencontre aussi chez les élèves, parce que du coup je fais quelques petites interventions régulièrement auprès de lycéens, de collégiens. J'étais récemment en Guyane à Cayenne dans des classes cinéma, et c'est le sentiment d'illégitimité. C'est-à-dire que souvent les élèves pensent que leur vie n'est pas intéressante, pensent que leur parcours n'intéresse que leur grand-mère et encore. Et donc du coup c'est tragique puisque leurs vies sont passionnantes, puisqu'ils ont leur parcours, leur écosystème socio-économique, et tout ça non seulement parle de leur expérience de jeunes, mais ça parle du monde, quoi. Ça interroge le monde, ça interroge tous les rapports qui structurent notre société. Et donc
au niveau micro et au niveau macro, ces récits-là sont cruciaux et hyper importants. Et donc, du coup, la première chose que j'aimerais dire à ces élèves, c'est que vous êtes importants et que vous comptez et qu'on a besoin de vos récits. On a besoin de vos récits pour pouvoir avancer tous ensemble et changer un petit peu l'ordre des choses qui veut que le cinéma français ressemble au cinéma français. Et alors, après, moi, je te poserai la question. On sait qu'il n'y a pas beaucoup de femmes réalisatrices. Et est-ce qu'il y a une différence entre être une femme à la réalisation? Et de pouvoir diriger bien souvent des techniciens qui sont bien souvent des hommes? Est-ce que ça pose problème? Est-ce que ça peut être un inconvénient ou pas du tout? Alors il y a la question d'être une femme à la réalisation, elle se pose bien en amont, quoi. Elle se pose dès le financement des films. C'est-à-dire que les chiffres sont très clairs, hein. Les budgets les plus importants sont le plus fréquemment attribués à des projets portés par des hommes, des producteurs hommes, etc. Et les femmes sont un peu le parent pauvre de ce secteur-là. C'est en train de changer petit à petit grâce au travail de figures de proue et d'associations, etc. Mais ça reste quand même une inégalité en fait d'accès à la fabrication des films qui doit un peu tous nous interroger. Ensuite, l'autre question plus pratico-pratique sur le plateau. À titre personnel, je n'ai pas eu de difficultés rencontrées avec des techniciens. C'est-à-dire que j'ai eu la chance, avec mon coproducteur guadeloupéen Axel Lafleur, de m'entourer et d'être entouré de techniciens habités par ce sujet, et donc qui faisaient passer cette cause-là avant les problèmes d'ego. Là, c'est une femme qui me donne des ordres, etc. Mais je sais que sur d'autres productions, le cas de figure se présente. Et l'avantage d'être réalisatrice, c'est que, in fine, c'est nous qui avons le pouvoir. J'aime pas trop parler comme ça, et que donc du coup, c'est nous la patronne. Et donc, du coup, c'est à nous de décider ou pas si tel ou tel collaborateur a sa place sur le plateau ou pas, quoi. Mais savoir s'entourer et savoir dire au revoir. Effectivement. Savoir s'entourer, c'est bien dit. Et mais déjà, on va retrouver Anne-Sophie. De toute façon, Anne-Sophie a promis de revenir au mois d'octobre. Donc, elle aura une nouvelle actualité. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On va dire aussi, alors je vais donner une information. Donc, on va proposer des réunions collectives en VAE, notamment pour tous ceux et ceux qui ont une expérience au moins d'un an dans l'audiovisuel cinéma, mais aussi le spectacle vivant. Donc, une première réunion d'information pour leur permettre de découvrir le type de diplômes qui peuvent les intéresser, les informer sur tout ce qui concerne le financement. Donc, il faut savoir que la grande majorité de la VAE est pratiquement prise en charge intégralement en fonction des statuts des candidats. Donc, les institutions ne sont pas les mêmes. Et donc, la semaine prochaine, je reviendrai avec un calendrier d'information à ce niveau. Sinon, vendredi prochain, donc à savoir le vendredi 30 septembre, à 13h, on reçoit Julien Dalle, je crois qu'il n'est plus à présenter. On parlera de son parcours de producteur, mais aussi de sa dernière série. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci Marie-Glenn, merci Anne-Sophie. Merci beaucoup. Merci à toi. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye bye, c'est fini pour aujourd'hui. La chronique Culture et Cinéma News, c'est tous les vendredis à 13h dans le ZCL. Voilà, Madame Salcédé avec nous, je l'ai dit, elle a sorti un ouvrage très, très documenté. Je pense qu'au niveau du cinéma guadeloupéen, c'est le premier ouvrage, je suis obligé de le dire, qui est autant de choses aussi fouillées. Alors, une petite première question, puisqu'on va poursuivre un entretien après la pause. Pourquoi à quel moment vous avez décidé d'écrire cet ouvrage? En fait, c'est un aboutissement, je dirais. Parce que dès ma plus tendre enfance, je vais au cinéma. Parce que dans ma famille, on aime le cinéma. Donc, on allait beaucoup au cinéma.
Et on a fréquenté des salles mythiques comme la Renaissance, le Select. Ah, vous avez connu le Select? Oui. Ça ne me rajeunit pas. Et puis, le Vernon Palace, voilà, tous ces cinémas. Et donc, je ne sais pas, cette profusion d'images, cette habitude comme ça de voir des films, m'est restée, si bien que quand je suis partie faire des études après à Paris, je me suis encore gavée de films et je suis allée aussi à des festivals de cinéma. Donc, si vous voulez, ce livre est né de ma surprise, de mon étonnement à un certain moment, une fois que j'ai pris de l'âge, de voir que pour avoir accès au cinéma noir, ou pour avoir, par exemple, pour voir des films d'afrodescendants, ou des acteurs et des actrices afrodescendants également, il fallait aller dans les petites salles du genre des salles de cinéma d'arrêt et d'essai, par exemple à Paris, dans le 5e. Sinon, ces films-là n'étaient pas diffusés pour le grand public et n'étaient pas non plus... et les acteurs et les actrices restaient un peu dans l'ombre. Voilà. Donc, c'est ça qui m'a d'abord motivé un peu. Et c'est le sujet un peu crucial de ce livre. Ensuite, je l'ai intitulé Les Lumières de l'ombre parce que, d'abord, cela fait allusion aux frères Lumière qui ont inventé le cinématographe et donc ont permis le développement du cinéma, mais aussi parce que ces lumières, pour moi, ce sont ces dizaines et des dizaines de cinéastes, qu'ils soient africains, qu'ils soient africains-américains, qu'ils soient afro-caribéens, qui sont talentueux, voilà, qui sont parfois primés, mais qui disparaissent après des écrans et parce que les films ne sont pas diffusés comme il faut, etc. Donc, c'était une première motivation. Et j'ai donc sous-titré ce livre #Black Films Matter. Bon, les films des Noirs comptent. Évidemment, c'est un clin d'œil à un autre slogan qui est quand même plus tristement célèbre, Black Lives Matter, oui. Mais enfin, moi, ce que je retiens surtout, c'est le côté revendication. C'est-à-dire que c'est une protestation. Je revendique en fait une plus grande visibilité dans ce livre, une plus grande visibilité, une plus grande estime, une plus grande considération, par exemple, pour ces artistes qui se donnent vraiment du mal et qui, finalement, réussissent quand même à faire des choses qui sont un petit peu comparables à ce que font d'autres grands cinéastes dans le monde. Mais, voilà, simplement, il y a... j'ai voulu questionner donc cette absence sur les écrans, je sais pas, ce vide qui était laissé, hein, et donc je me suis appuyée un petit peu sur et je voulais dire au passage que l'actualité me rattrape parce que finalement, en ce moment, il y a encore un tollé parce que Disney a fait une version de La Petite Sirène où il a mis au centre de son intrigue la petite sirène et une petite sirène noire. Et ça, c'est une première, effectivement, mais il y a, paraît-il, 1 million de personnes, hein, tu vois, des gens, des pétitionnaires, des internautes qui se sont élevés contre ce fait. Et c'est quand même un peu affligeant que... Alors, oui. J'ai envie de vous poser la question. Oui. Quand on lit votre livre, je disais que c'est un livre d'anthologique parce qu'à part une thèse qui est apparue sur le cinéma, il n'y a pas grand-chose sur le cinéma antillais, sur le cinéma noir. Bon, il y a quelque chose que je vois qui a été écrit aux États-Unis, c'est vrai. En France, où les acteurs et le cinéma noir ou afro-descendant est pratiquement invisible. Mais l'autre question, c'est que il y a eu un gros travail de recherche quand même. Oui. Ça, je ne l'ai pas fait en un jour, c'est sûr. Ah, j'imagine. Ah ben non, parce que, d'abord, j'ai arrêté mes activités professionnelles. Oui. Mon activité professionnelle, j'étais enseignante et d'anglais, voilà. Et c'est à partir de là, évidemment, que je me suis penchée sur ça. Mais, comme j'allais à des festivals, j'ai fait pas mal de rencontres, j'ai beaucoup lu sur le cinéma, parce que c'était un de mes intérêts, une de mes passions. Et voilà, et puis j'avais tout ce stock
tout ce stock d'informations, tout ce stock de sujets potentiels que j'ai voulu quand même regrouper et serrer afin de faire quelque chose de cohérent. Et voilà, et ça a donné ça au bout du Une dernière question avant de faire la pause. Oui. Dans les cinéastes, disons, colorés, on va dire, Oui. afro-descendants et autres, Oui. lequel ou lesquels vous ont marqué le plus depuis le début que vous avez commencé à voir le cinéma, parce que regarder les films, parce qu'en fait, Oui. si on se relit, on se réfère à votre ouvrage, effectivement, au début, il n'y avait pas beaucoup de cinéma noir. Le Non. cinéma noir est très récent. Africain, afro-descendant. Il n'est pas si récent que ça. Enfin, on peignait les gens en noir. Oui, on les peignait, on les grimait de noir, etc. Ça, c'était tout au début. Oui, au début. Mais les Africains américains étaient déjà quand même... ils étaient présents sur la scène, au cinéma, mais derrière la caméra. Ah oui, derrière la caméra, en 1915 déjà, il y avait Oscar Michaud. Hein. Oui. Mais tout cela était occulté parce que c'était des Noirs, ils étaient mis de côté. Et maintenant... Justement, c'est encore un fait d'actualité. L'Académie des Oscars reconnaît tous ces acteurs, et il y a une exposition à Los Angeles, en ce moment. Au musée des Oscars, qui présente justement tous ces films qu'on appelle des films ethniques. Là, les race films, c'était des films ethniques où c'était des Noirs derrière la caméra et devant la caméra. Voilà, donc il y a toute une sorte de reconnaissance un peu paradoxale, vu qu'ils étaient un peu tardive surtout, voilà, qui s'opère en ce moment, et donc cela vient conforter un petit peu mon idée que effectivement une partie de ces artistes était un peu mise au placard pendant ces années-là. Bien, on va prendre une pause. J'aimerais tout à l'heure parler avec vous d'une deuxième partie de cet de cet entretien. Il s'agit du cinéma antillais. Caribéen, on va dire. On prend la pause et on se retrouve tout à l'heure pour la suite. À tout de suite. D'accord. Voilà, il est 13h46. Isabelle est de retour. Bonjour. Bonjour, Danick. Avec elle, on va faire un petit tour tout à l'heure du côté du tribunal administratif, mais on va terminer avec Madame Liliane Salced. De toute manière, je suis obligé de revenir parce qu'il y a encore plein de choses à dire. Alors, c'est un ouvrage, je vous rappelle, qui parle du cinéma, en général, du cinéma noir. Tous les cinémas noirs, elle a fait un véritable travail de recherche depuis plusieurs années. Elle nous l'a dit tout à l'heure. C'est un livre, je dis, d'anthologie. Je disais même qu'il devrait être traduit en anglais pour permettre à nos amis caribéens de pouvoir lire ce livre et peut-être même en Afrique. Bon, alors, l'autre question, on a parlé un petit peu globalement du cinéma américain, mais il y a un cinéma antillais et même un cinéma guadeloupéen qui commence à pousser. Alors, le pionnier, c'est bien sûr Lara. On va voir son film ce soir, Al. Vous l'avez déjà vu ce film? Je l'ai vu. Vous l'avez vu déjà? Je l'ai vu. Alors, est-ce qu'on peut... Je pose toujours la question aux cinéastes qui sont venus ici au cours des festivals. Est-ce qu'il y a vraiment un cinéma guadeloupéen ou est-ce qu'il est en naissance? Ou en naissance? Oula, ça c'est une question, c'est une vaste question quand même. Hein. C'est-à-dire que le cinéma, je veux dire qu'il y a un cinéma caribéen déjà, parce que les îles anglaises, Jamaïque, Trinidad, voilà, ont quand même été un petit peu avant nous. Hein. Et ils avaient quand même des sociétés de production beaucoup plus solides que ce qu'on peut avoir ici. Alors nous, c'est vrai qu'il y a énormément de progrès qui sont faits. Il y aura bientôt, il y a une école de cinéma. Qui vient d'ouvrir ses portes en 2020, je crois, avec Épice, avec Monsieur Coco Villoin comme voilà le créateur. Et il y a aussi beaucoup d'aides. Hein. J'ai vu l'autre jour Monsieur Nelson qui parlait des fonds d'aide qui sont alloués par le CNC État-région. Il y a des mécènes toujours. Et puis, ce qui manque aussi et qui probablement va être réglé, c'est les techniciens. Il y en a, mais il en faudrait encore plus. Voilà. Alors, en ce qui concerne... Paradise dit qu'ils utilisent pratiquement que des techniciens guadeloupéens pour... Maintenant, oui. De plus en plus, il y en aura. Et puis, il y a le lycée de Pointe-Noire aussi qui forme aussi. Et qui développe quand même certaines vocations. Voilà. Et donc, ce cinéma caribéen, c'est vrai que j'ai nommé dans le texte, j'ai titré le paragraphe l'exception caribéenne. Tout à fait. Bon, en fait, c'est pas vraiment une exception, je veux dire, pour les îles anglophones, mais pour nous, ça demeure une exception parce que nous sommes un territoire français.
Et on a beau dire, mais on ne peut pas encore dire que nous avançons avec les cinéastes français. C'est-à-dire que les cinéastes caribéens sont un peu, je veux dire, toujours à la recherche de sociétés de production, de moyens, etc. Mais ils avancent. Et monsieur, vous venez de le citer tout à l'heure, le jeune cinéaste qui prépare une série, fait quelque chose d'extrêmement intéressant, puisqu'il travaille avec le personnel d'ici, il travaille avec des acteurs et des actrices d'ici, peut-être aussi des chanteurs, des musiciens, etc. Voilà, et ça c'est déjà un début très prometteur, parce que je crois qu'il ne faut plus attendre qu'on nous tende la main, quoi. Je veux dire, il faut absolument que tous ceux qui ont des velléités de faire du cinéma doivent se lancer, tout simplement. Et on a quand même des gens confirmés. Il faut parler de Barney, il faut parler de Barney, qui prépare d'ailleurs un biopic sur Fanon. Sur Fanon depuis quelques années, oui. Et je crois que, voilà, et je pense qu'il arrivera au bout. Et il a déjà, justement, j'analyse 2 de ses films. Ces films sont quand même porteurs de, d'histoires qui sont guadeloupéennes. Oui. Voilà. Et, donc des Antillais. Voilà, des Antillais. Et je pense qu'il y a les histoires, mais il va falloir effectivement s'armer. Enfin, le cinéma, de toute façon, cinéma noir, c'est un cinéma guérilla. Tous les cinéastes, qu'ils soient africains, américains ou autres, se sont toujours battus. Oui, c'est un cinéma de subversion, vous avez dit d'ailleurs. Voilà, alors c'est ça. Mais alors, justement, ce qui est intéressant, c'est que le cinéma dont je parle dans ce livre, il concerne les années 90, 1990 jusqu'à maintenant. Et ces années-là ont marqué quand même une rupture avec ce qui se faisait avant. C'est sûr, il y a eu la blaxploitation. Moi, je n'en parle pas puisque tout le monde sait ce que c'était. Voilà, voilà, c'est ça. Il y a eu les race films qui passent maintenant au musée, là, au musée des Oscars. Et là, dans cette période, moi, je trouve que tous les codes cinématographiques, hollywoodiens ou occidentaux en général, sont cassés. Ils sont cassés parce que ces cinéastes ont compris que il fallait qu'ils parlent de leurs propres histoires, qu'ils appliquent leur esthétique propre, et aussi qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Alors l'esthétique, et puis voilà, les codes narratifs aussi doivent changer. Des scénarios qui sont un petit peu plus travaillés. Absolument. Mais ça avance, hein, et vraiment dans les films que j'ai répertoriés, qui forment mon corpus, j'ai essayé de démontrer que justement toutes ces histoires étaient vraiment profondément enracinées dans la Caraïbe, dans ce que c'est que d'être noir en ce monde. Alors, une dernière petite question, très rapidement, avant de terminer. Alors, il y a plusieurs festivals de cinéma ici. Ils sont tous faits par des femmes. Le seul bouquin paru sur le cinéma, c'est une femme. C'est quand même curieux, ça. Je sais pas quoi dire. C'est une remarque. Pas de question. En tout cas, Madame Selced, merci d'être venue. Vous reviendrez, ça, c'est sûr. Il y a beaucoup à dire encore. Oui, il y a de quoi faire des tonnes. Et reviendra. Merci de m'avoir reçu. Ouais, vous reviendrez pour en parler, parce qu'il y a des choses que j'avais notées, mais malheureusement mon livre a été cycloné, et donc je n'ai pas mes références, et donc on reviendra. On passe tout de suite à l'avant-dernière chronique avec notre amie Isabelle qu'on revoit. Elle n'est pas cyclonée, non, ça va? Non, ça va. Ça va? Générique, c'est quoi cette affaire? C'est quoi cette affaire? Isabelle Faye-Marajo, bonjour. Donc, commentaire de la décision rendue par le tribunal administratif. Alors, on vous dit de Rennes. De Rennes. C'est pas encore de Guadeloupe. Plus précisément. Mais effectivement, hein, dans cette décision-là, ce qu'il y a d'important, c'est de savoir, d'y voir un peu plus clair. Parce que finalement, les décisions tombent et ça nous permet aussi de comprendre réellement
ce qu'on peut demander aujourd'hui au tribunal administratif et ce qu'on ne peut pas demander, je parle bien entendu des personnes qui sont suspendues depuis maintenant près d'1 an et qui n'ont pas pu reprendre leur activité professionnelle. Dans cette décision, donc, les 3 salariés ont été désavoués, malheureusement. Le tribunal a refusé donc, de les réintégrer, d'aller dans le sens qu'ils avaient donc demandé, était celui donc de contester la légalité de la décision qui avait été donc prononcée à leur encontre et qui se traduisait par le fait qu'ils avaient été suspendus de leur fonction. Le tribunal a décidé donc de ne pas réintégrer ces personnes et surtout de ne pas prendre en compte leurs arguments parce que qu'est-ce que les salariés ont demandé? Ils se sont donc fondés sur l'article 1er de la loi du 5 août 2021 en considérant que cet article, enfin qu'ils étaient donc que la procédure était entachée d'illégalité, d'irrégularité. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas été convoqués préalablement par leur employeur aux fins de déterminer la nature de la suspension, mais aussi les délais. Enfin, il y a un certain nombre de conditions qui sont effectivement compris et précisées dans cet article 1er de la loi du 5 août 2021 qui demande aux employeurs de convoquer les salariés. Et pour réfuter cet argument, le tribunal administratif précise que ce sur quoi les hôpitaux se sont fondés pour demander donc la suspension de ces 3 salariés, c'était sur l'article 12 et 14 de la loi du 5 août 2021. Donc finalement, ils considèrent que l'article 1er s'intéresse au pass sanitaire et l'article 12 et 14 s'intéresse à ce qui concerne donc la suspension des fonctions des salariés. Donc ils ont trouvé une astuce qui me paraît... Parce que moi, c'est vrai que cet argument, je l'avais noté. J'avais noté que le fait que la loi enjoint, demande aux salariés, à l'employeur de convoquer le salarié, ça pouvait être une condition qui, finalement, permettait d'être évoquée par le salarié en précisant que la procédure n'avait pas été respectée. Mais là, aujourd'hui, on a la décision du tribunal administratif. C'est récent, hein, c'est il y a il y a un jour ou quelques heures même. Donc finalement, on sait que cet argument ne peut pas être retenu et ne peut surtout pas être développé, puisque le tribunal administratif vient de considérer que ce n'est pas une condition qui permet aujourd'hui de demander la nullité, l'annulation de la suspension des personnes qui sont suspendues. Ça signifie que ce qui s'est passé à Bastia au tribunal administratif ne fera jamais jurisprudence? Non, mais ce qui s'est passé à Bastia, et c'est ce que je disais il y a 2 semaines, ce qui s'est passé à Bastia concernait un salarié, une salariée. Et que cette décision-là concernait la rétroactivité de la décision qui avait été prise par l'hôpital. Mais ça ne peut pas faire jurisprudence. Parce que pour qu'une décision fasse jurisprudence, encore faut-il d'abord, là, elle concerne un salarié, d'accord, une salariée, mais encore faut-il que ce soit confirmé. Et encore faut-il que les délais, les recours aient été donc épuisés. On n'y est pas pour le moment. Donc la jurisprudence ne peut pas s'appuyer que sur une décision qui peut être frappée d'appel, parce que cette décision peut être frappée d'appel. Donc mais ce qui est intéressant, pourquoi est-ce que cette décision, j'ai voulu quand même en parler, puisque c'est l'actualité juridique récente, déjà c'est un, et deuxièmement, par toutes ces décisions qui sont rendues par les tribunaux administratifs et d'autres, ça permet aujourd'hui d'être conforté sur ce qu'on peut demander et ce qu'on ne peut pas demander. Parce que c'est vrai que c'est un argument que j'avais aussi soulevé et puis développé, mais finalement, le tribunal considère que cet article 1er concernerait le pass sanitaire. En plus, c'est pas très clair, hein. L'article 1er concerne le pass sanitaire, donc on ne peut pas donc l'évoquer pour demander l'annulation de la suspension. Et que les hôpitaux se seraient fondés sur l'article 12 et l'article 14 de la loi. Donc, alors, juste une dernière question. Ça signifie, Isabelle, que tant que la loi ne sera pas, on va dire, abolie, on ne pourra jamais réintégrer les personnels qui sont suspendus, parce qu'ils sont allés voir ici, je reçois la responsable de l'UGTG qui disait qu'ils sont allés voir le directeur de l'hôpital, ils ont vu l'ARS, finalement, zéro réponse. C'est pas que la loi, tant que la loi ne sera pas abrogée, il n'y aura pas de décision favorable de réintégration. Mais depuis le départ, l'ARS dit aussi pas de sa compétence. Et le directeur de l'hôpital dit pareil.
Non, n'est pas de sa compétence par rapport à tous les salariés qui voulaient faire jurisprudence de cette décision-là. C'est sur cette question-là. Mais s'il y a d'autres salariés, justement, qui sont dans la même situation que la salariée en question, c'est-à-dire qu'ils ont eu une décision qui a été donc rétroactive et qu'ils peuvent se fonder sur cet argument pour demander au tribunal, ils peuvent s'en servir. Mais ça ne peut pas faire jurisprudence, mais c'est un argument qu'on peut évoquer et développer à titre personnel, en saisissant le tribunal administratif. Mais autre chose, il n'y a pas, enfin je veux dire, aujourd'hui, il y a, en plus du problème de rétroactivité, il y a aussi un problème d'anticipation, parfois, de décision. C'est-à-dire que qu'est-ce qui s'est passé dans certains dossiers? L'hôpital a notifié la suspension à une date, alors, et a anticipé sur la suspension. Je prends un exemple, en notifiant au 31 décembre 2021, un salarié, on lui dit, vous êtes suspendu. Et cette suspension-là va s'exécuter au 3 février 2022. C'est-à-dire qu'on anticipe sur la suspension. Ça, c'est des motifs aussi d'annulation, de décision, puisque l'anticipation, ça fait partie de l'incompétence rationnée temporis, qui peut être soulevée pour demander à ce qu'il y ait une annulation des décisions qui... parce que le CHU l'a fait, dans certains dossiers. Ils ont anticipé sur des décisions. Donc, vous voyez, il y a le problème de rétroactivité et le problème d'anticipation. Et c'est formellement interdit dans le cas des actes administratifs qui doivent respecter la compétence temporelle. Merci Isabelle. Dernière chronique. C'est parti, Iman. Bonjour. Elle est là. Iman danse. C'est parti pour le générique. Bien, alors Iman, quoi de neuf dans la danse cette semaine? Alors bonjour déjà à tous, puisque ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, en tout cas pour la chronique danse. Donc on va partir sur un format qui sera mensuel, donc à partir de septembre. Et donc l'idée c'est de vous donner aussi les informations, l'actualité danse en Guadeloupe, mais pas que. Comment ça va? Donc la rentrée, c'est déroulé enfin normalement, on va dire, sans... C'est une rentrée pré-cyclonique ou bien post-cyclonique? Alors, c'est une rentrée pré-cyclonique qui se passe plutôt bien, mais post-Covid aussi qui se passe bien, parce que l'année dernière, qui était une année un peu entre deux, on a l'impression qu'il y a un élan positif, en tout cas, vers la danse, un retour au cours dans les différentes structures, que ça soit en Grande Terre ou en Basse Terre, donc c'est plutôt positif. Juste pour faire un état des lieux, une rétrospective de ce qui s'est passé, il y a eu quand même des concours nationaux qui ont eu lieu en danse, et parmi nos Guadeloupéens, on a eu 60 candidats qui ont été primés lors du concours régional de février 2022, qui ont représenté les couleurs de la Guadeloupe au niveau national, avec de très beaux premiers prix. On a eu 19 premiers prix nationaux, avec une félicitation du jury et 6 à l'unanimité. On a eu des deuxième et troisième prix, des gens qui participent au concours européen, donc des Guadeloupéens. Donc c'est plutôt positif, ça veut dire qu'il y a quand même une activité qui se fait, et donc un travail qui se fait avec les professeurs de Guadeloupe et la fédération, puisque c'est la fédération aussi qui chapeaute tout ça. Donc c'est plutôt positif, et ça donne de bon augure pour la saison qui a commencé. D'accord. Pas encore de séminaire ni de stages? Alors, des stages qui reprennent tout doucement. Donc, on en a 2 en septembre. On va avoir un gros événement en février 2023 avec la fédération qui organise ça, et des auditions qui permettront aux enfants, aux danseurs guadeloupéens de participer à des
des Ça se castings. Ça se fera où? Bon, j'en parlerai. Après, c'est juste un teasing que je bon. fais, mais voilà. Ouais. Donc, il y a des choses qui vont se passer pour la saison qui sont plutôt positives. Et donc, alors, en termes de stage, on a par exemple ce week-end un stage de samba qui est organisé par la troupe Brazuquera Samba, donc pour débutants comme interavancés. Donc samedi, 10h, 11h, 11h midi. Il faut voir avec les organisateurs éventuellement si vous avez la possibilité de les rejoindre. Deuxième stage, donc, qui sera un intensif salsa, donc avec Céline, salsa portoricaine. Donc voilà, c'est toute la journée, c'est l'occasion de se perfectionner sur des techniques de tour ou des shines, etc. Donc ça, c'est plutôt positif. Il y a une audition aussi qui est proposée par Céline le 26 septembre pour celles qui veulent faire partie d'une petite troupe de salsa, voilà, pour proposer des spectacles et participer à des compétitions. Donc ça peut être intéressant. En matière de spectacle, on aura aussi l'espace Danse Varnier qui propose le 1er octobre un spectacle, donc comment dire, à l'époque où on ne pouvait pas faire de spectacle, il y a des représentations, comment dire, des vidéos qui étaient tournées. Et donc là, c'est la vidéo de 2021 pour permettre de voir le travail qui a été réalisé par ces élèves de danse. Je vous invite aussi à voir un documentaire qui aura lieu le 26 septembre, donc sur les chaînes de France Télévisions. Donc, qui va parler des virtuoses de la Guadeloupe, donc que ça soit en danse ou autre art. Et ça peut être intéressant de voir un peu ce qui se fait, le travail qu'il y a derrière, l'engagement, etc. Donc, ça peut être intéressant. C'est diffusé quand? C'est diffusé le 26 septembre. Lundi. Oui. Lundi soir sur Guadeloupe Première? Oui. Oui, d'accord. Voilà. Oui. Bien. Tout est dit? L'essentiel. Merci pour ces quelques petites informations. Ça prouve quand même qu'il y a une petite activité qui reprend progressivement. Ça reprend. Ouais. C'est positif et vraiment on a envie. Moi je le vois en fait, même dans mes cours, dans les cours que moi j'ai décidé de prendre des cours de salsa, donc voilà. Ah bon, carrément. Oui, voilà, pour changer et voir autre chose. Et donc je vois qu'il y a des gens qui ont envie, qui viennent, qui s'intéressent. Ça reprend aussi le lien social, puisque vraiment la danse, ça participe à ça, à l'interaction, à se sentir en communauté, etc. Donc, ouais. On dansera avec Iman. Merci Iman, qu'on va retrouver pas dans un mois quand même, non? Alors moi, on me retrouve un peu plus régulièrement maintenant dans d'autres chroniques. Dans d'autres chroniques, voilà. Jacques est avec nous. Jacques, vous n'étiez pas là malheureusement, vous avez raté quelque chose, mais enfin c'est vous qui l'avez organisé, donc je vous remercie déjà. Puisqu'on a reçu du pays au service de ZCL. Oui, voilà, tout à fait. On a reçu Marc Lémé par Zoom et il nous a confirmé ce que Ismar était là. Ismar a confirmé ça, que finalement le problème principal, c'est le problème de gouvernance. Ouais. Problème politique aussi, c'est-à-dire on sent pas une volonté politique réelle en Guadeloupe, en tout cas, d'aller vers la résolution de ces problématiques. Il a rappelé aussi, bien sûr, que certain nombre la direction, la gouvernance actuelle du SMAJ n'était vraiment pas dans le coup, était complètement noyée, c'est bien le cas de le dire, et que résultat des courses, on est encore dans une situation qui risque de durer encore quelques années. Ah oui, non, mais ça peut ne pas durer quelques années dans la mesure où Fiona nous a confrontés à nos réalités. Nos réalités ne sont pas que l'eau, ce sont des problèmes de cohérence, d'organisation, de niveau, parce que nous avons une foultitude, un pléthore de soi-disant super cadres, de soi-disant super élus, que le magicien Karenko a fait comprendre leur esprit. Il y a une manière tête à eux, tout le monde est d'accord. Karenko, putain, Jeff, comme ses intimes l'appellent, Jeff prend l'esprit, Jeff était très décontracté. Jeff, juste content, il est bien sorti. Il aurait dit, ça a été plus facile que je ne croyais. D'accord. Tout le monde, oui, Jeff a promis, mais Jeff ne peut pas promettre ce qu'il ne peut pas donner ou qu'il veut donner, mais que les autres ne peuvent pas y accéder. Ils n'ont pas l'ingénierie financière. Ouais. Le contrat de la deuxième partie
n'est pas valable dans la mesure où l'État a fermé les yeux pour avancer les premiers 25 millions, les deuxièmes 25 millions, les 8 clauses de garantie du contrat de prêt, de la délibération prise ne sont pas conformes au contrat. Il manque un paquet de points. Il n'y a pas de directeur général, c'est une des clauses. Il faut de la compétence. Et si bien qu'on s'est retrouvé, c'est la première fois qu'on en voit ça, il a fallu que des gens du dehors, dont certains influents chez les usagers, foutent le poing sur la table pour que l'on fasse la première réquisition, pour faire des réquisitions, si la préfecture les a faites, pour que l'on distribue de l'eau aux gens. Je rappelle l'article 1734 du Code de sécurité intérieure, ce sont les maires qui doivent assurer la subrogation du SMGAG dans la distribution de l'eau potable aux gens. Ça n'a pas été fait. Il a fallu que ce soit la préfecture qui fasse la réquisition. Il a fallu que ce soit la région qui se substitue à certains du SMGAG. Et des gens ne savaient même pas qu'au SMGAG, il y avait un ingénieur, parce qu'il y en a qui sont capables, il y en a qui sont incapables, malgré leur titre, hein, pour pouvoir calculer les 40 mètres que l'on disait. Il faut 4 mois, nous dit, nous on fait ça en 5 jours. Vous comprenez? Parce qu'il faut le tronçon amont, il faut le faire, le tronçon aval, il faut le faire. Il faut rabouter, comme on dit, les deux parties. Et c'est déjà en cours de calcul. Et il a même été dit que des gens du privé, dont moi, nous sommes à la disposition gratuitement pour faire. Nous avons l'habitude de faire. J'ai bien relié le stade de Bergevin au poste P4 que tout le monde connaît, qui alimente l'usine de trucs en traversant le Grand Cul-de-Sac. Hein? Et c'est là, ça dure toujours. J'ai traversé 7 fois la rivière Salée. Et c'est là toujours, alors qu'on ne vient pas embêter les gens, c'est pas possible. C'est une affaire de vouloir, de compétence. L'heure n'est pas au règlement de compte politicien. Les élections ont eu lieu. Nous sommes obligés de faire avec ceux qui est élu. Et avec ceux qui est élu, c'est une affaire de compétence. On se met ensemble, on met de côté les disparités, les ensembles, nous verrons ça après. Pour l'instant, c'est l'intérêt général. Notre pays a besoin d'eau. Hier soir, il y avait 58 000 usagers, donc foyers, qui n'avaient pas d'eau et qui n'auront pas d'eau tant que... On est en train de travailler à marche forcée pour pouvoir résoudre le problème du raccordement de Bel-Ocado, parce que Bel-Ocado, il est censé alimenter que les agriculteurs. C'est faux, on prélève l'eau agricole pour la transformer en eau potable, notamment à Perrin-Abîme. Il faut dire aux gens la vérité. Il faut tout mettre sur la table et qu'on règle tout entre nous. Et après, nous verrons ce qui a lieu, parce que le Fiona a amplifié et mis à nu la situation. Donc, ça ne va pas changer. Je n'ai cesse de dire ici, comme disait Eboué, baptiser un âne sans faire un âne baptisé n'en demeure pas moins un âne. Donc, nos ânes sont toujours des ânes, les inintelligents, les médiocres, les incompétents sont toujours aussi incompétents. Mais c'est eux qui sont là. Imaginez, les problèmes de route sont venus se greffer. Il a fallu faire venir une équipe, alors que tous nous savons à la Guadeloupe qu'il y a des gens capables ici qui ont fait le pont de la Gabarre à 3 fois, qui ont fait l'Alliance. Et tous les autres ponts de la Guadeloupe, le Martinique, ou le grand pont du Larivot en Guyane, ou le fond qui franchit le Maroni. Donc, il ne faut pas raconter aux gens n'importe quoi, il faut arrêter. Il faut que nous assumions nos responsabilités calmement, sans prévention, sans préjugés, sans passion. Nous réglerons les comptes politiciens après. L'heure n'est pas à la politique, l'heure est d'aller à l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'ensemble nous fassions dans l'intérêt général le plus rapidement possible. Il existe un guide du tri fait depuis Hugo, parce qu'on ne mélange pas la terre, la tôle, le machin. Tout le monde sait qu'après Hugo, on a enterré tout, n'importe quoi comment. Des gens se sont retrouvés même avec des poteaux en béton enterrés dans leur sol. Hein? Eh bien, aujourd'hui, il y a un guide du tri. Les gens l'ont complètement oublié, c'est le CAUE qui l'a fait. Alors, est-ce qu'on va reproduire les mêmes errements? On a laissé des gens occuper des terrains non constructibles. Il y a même des maires qui ont donné des permis de construire sur des terrains non constructibles. Il faut mettre de l'ordre dans tout ça. Il y a des tas de malheureux qui sont en train de se noyer. Ah oui, c'était à papa. Il est non constructible, il faut lui dire non. Il faut le mettre ailleurs. Hein? Vous avez des communes où il y a des paquets d'appartements qui sont libres. La commune de Cap-Esther-Bello, le maire n'est pas président de la SIG. On aurait dit que son conseil municipal est lui qui est président de la SIG, ne savait pas que la SIG a des logements inoccupés ou que d'autres bailleurs sociaux. Il y a quelque chose qui cloche, il faut résoudre ça, il ne faut pas faire le procès des gens, je ne suis pas juge. Il faut regarder les choses froidement et trouver la solution la plus adéquate, la plus conforme aux intérêts. Parce que tout le monde parle de solidarité, on est débarrassé, on a fait des vides-greniers là pour certains, mais les gens oublient qu'il y a des disproportions, il y a des dysfonctionnements, il y a des gens qui vont profiter pour s'enrichir. On a vu un paquet de camions et de pelles, mais est-ce que le code des marchés publics a été appliqué?
pour passer la procédure d'urgence. Parce qu'il existe une procédure d'urgence, comment on va contrôler tout ça, hein? Et quand on découvre, quand le ministre dit « Oui, je vais mettre 10 millions à votre disposition », 10 millions, c'est 5 millièmes, mesdames, messieurs, des 2 milliards, hors intérêt moratoire, hors révision des prix, parce que ça fait 4 ans que ça coûte 2 milliards. Ouais. Aujourd'hui, avec l'inflation, ce n'est plus 2 milliards. Hein? Hors aléas divers et imprévus. Alors, il y a quelque chose qui cloche entre 10 millions à votre disposition pour y accéder, mais tout le monde j'avais couru, j'ai fait gratter dans le sens du poil, et il était bien content, ses pieds ne se sont pas salis parce qu'il a eu des bottes. 2 ou 3 au ministre Vinfreyo à la boula, alors que le maire de la commune était là, mais ça ne suffit pas. Il faut que la pensée soit action, mais action cohérente, coordonnée. Est-ce que vous croyez que les routes vont se refaire? Est-ce qu'on a dit à la vérité aux gens? Combien de gens de Goyave qui se rappellent que le pont qui est parti, c'est la 2e fois qu'il part? Il faut dire aux gens la vérité, parce que le pont n'a pas toujours été fait à sa place, et ainsi de suite. Il y a des gens qui ne savaient même pas que les ponts ont un instrument, un cahier technique qui s'appelle le carnet de santé d'un pont. Et il a fallu que ce sont les gens du CEREMA, qui est le centre qui a été spécialisé, c'est le nouveau centre de recherche technique de la République, à laquelle nous appartenons jusqu'à nouvel ordre. Donc il faut que l'on cesse, il faut que l'on se mette ensemble, les électriciens, tous les gens qui ne coupent pas les branches de leurs arbres, l'eau potable, l'eau usée, le ceci, le cela, tous ceux qui font le plan local d'urbanisme, ceux qui font le plan de prévention des risques naturels, que l'on regarde les zones où il faut aller déposer le tri des ordures, parce qu'il faut les trier. On ne peut pas mettre tout n'importe quoi, on va remettre les mêmes roches, on va les recevoir sur le crâne. Donc il faut que nous apprenions à faire ensemble, calmement, mais surtout avec rigueur et professionnalisme. Merci Jacques, et c'est bien dit. Il est 14h et exactement 15 minutes. On a débordé un petit peu, mais c'était nécessaire, puisqu'on a eu au début monsieur Marc Lémé qui a fait un discours, enfin une parole dans le même sens que ce que disait Jacques tout à l'heure. On a reçu aussi Isma Rougenet. On a reçu madame Liliane Salcède qui vient d'écrire un ouvrage, Les Lumières de l'ombre sur le cinéma noir d'une manière générale. On a eu la chronique cinéma avec Marilyn Ferdi qui a reçu Anne-Sophie Nanki, qui est une jeune réalisatrice guadeloupéenne qui présentera son film en début d'octobre. Et puis on a terminé avec Iman qui est revenu pour la danse et Isabelle qui a parlé du problème des suspendus. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Bon week-end à vous tous. Rendez-vous demain à partir de 14h. Ce sera pour le Caribule. Et ce sera, bien sûr, dans un supermarché de la place. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Salut Iman, à bientôt. À très bientôt. Salut Jacques. Oui, à plaisir. bientôt. Colère nécessaire et favorable. Et qu'on apprécie. J'ai dit c'est une colère nécessaire et juste colère. Voilà, c'est fini aujourd'hui. La réalisation était assurée par notre ami Yann.